subject of a special declaration by the three powers of full economic assistance for the Kingdom of Iran. Après Yalta, le monde s'installe dans la guerre froide. Partout, Washington affronte Moscou. L'Europe de l'Est, l'Asie, le Moyen-Orient leur servent de théâtre et l'Iran de répétition générale. L'Iran et l'Amérique ont toujours entretenu des relations aigres-douces et l'histoire de ces relations appelle une relecture. So the pipeline goes, over the hills and under the rivers, past ancient cities and modern pumping stations, beside roads and caravan tracks and sun-dried villages of mud, and down to the plains at last. Until, with the hills and the deserts behind and the wells far away, the pipelines of Khuzestan are drawn together and into the great oil city of Abadan. Abadan. Many people know the name now in terms of argument and uncertainty, who never saw the place, nor really knew that such a curious, complex city stands there in the delta of Tigris and Euphrates. A great temple to the 20th century god of oil, a nerve center of the Middle East. And yet, less than a lifetime ago, there was only the desolate, unpopulated desert and an empty island. C'est un drame planétaire qui va se jouer là. Un drame dont les acteurs vont tour à tour être les vainqueurs et les vaincus. C'est une tragédie dont chacun d'entre eux croit détenir la clé. Mohammad Mossadegh, revenu au pouvoir comme Premier ministre. L'Ayatollah Kashani, chef du parti religieux. Avrel Hariman, émissaire spécial du président Truman. Le Shah d'Iran, bien sûr. Staline, tapis dans l'ombre, et le pétrole enfin, véritable ressort de la pièce qui va se dérouler sur les bords du golfe Persique et à Téhéran. Au printemps 1951, le Parlement iranien vote la nationalisation du pétrole dans un déchaînement de ferveur patriotique. Avant Nasser ou Nehru, Mossadegh incarne la révolte de ce que l'on nomme alors le tiers-monde face au colonialisme. Encore une fois, l'Iran va servir de laboratoire. C'était un grand politicien. Il avait fait ses études à l'étranger et obtenu son doctorat en droit en Suisse. C'était un vrai nationaliste. Il détestait l'influence britannique en Iran. Il était d'avis que la seule solution pour mettre un terme à cette influence était de nationaliser l'industrie pétrolière et de se débarrasser de la compagnie pétrolière anglo-iranienne. C'était l'époque où 8 grandes sociétés exerçaient un monopole total sur l'industrie pétrolière mondiale. Elles étaient très puissantes et en mesure de lutter contre le projet de nationalisation de Mossadegh. The Persians think that by nationalizing oil they are going to get rich. Unfortunately, the reverse will be the case. Les Iraniens ne tardent pas à payer le prix fort pour leur fierté retrouvée. L'embargo imposé par les Anglais est total. Il vise à asphyxier le mouvement nationaliste. C'est un homme affaibli physiquement, mais déterminé politiquement, qui gère les affaires de l'Iran. L'économie iranienne était soumise à des sanctions sur le pétrole. C'était le premier embargo de ce type de l'histoire. Et ces sanctions ont privé le pays de recettes à l'exportation. L'embargo suscite au contraire l'union sacrée. Rentré d'exil quelques années plus tôt, l'Ayatollah Kashani va opérer la jonction entre le parti nationaliste et le parti religieux. Il était un vrai patriote qui disait ce qu'il pensait pour le bien de son pays. Et parce qu'il était un des religieux les plus haut placés,
Il savait que tout ce qu'il disait devait se baser sur ses propres croyances, qui étaient aussi celles du peuple. Les délégués du gouvernement pour la nationalisation ont pris l'avion pour rencontrer les envoyés britanniques. Comme viatique, ils emportent le Coran, la collade du Grand Mellah et un des drapeaux que brandissent leurs partisans et qui porte inscrit « Si Dieu est avec nous, quel obstacle pourra nous arrêter ?» Il fallait surveiller de près ce processus et maintenir l'influence britannique, mais aussi refuser à l'URSS l'accès au pétrole et l'empêcher d'influer sur l'Iran. Donc il y avait ces deux aspects, le pétrole et la guerre froide. Car un autre parti veille, lui aussi héritier des idéaux révolutionnaires de 1905. C'est le parti Toudé, le parti communiste, qui, pour le compte de Moscou, agite la rue. Demonstrations culminate in the tearing down of signs over company offices and the raising of the Iranian flag over the installations. Desperate mediation efforts are made as Britain appeals to the International Court in The Hague and receives a temporary injunction against the seizure. C'est le moment que choisissent les Américains pour entrer définitivement en scène. Le président Truman dépêche sur place un émissaire, Avril Harriman. Il a pour mission officielle de servir de médiateur entre les Iraniens et les Britanniques. Mr. Harriman undertakes a series of conferences with Prime Minister Mossadegh. Out of these conferences, hope emerges that the crisis that threatens world peace may now be averted. Comme ils l'ont déjà fait en Corée, comme ils le feront bientôt au Guatemala, en Indonésie et au Vietnam, les Américains vont choisir d'intervenir en Iran. Leur but est d'abord de contenir le danger soviétique. Mais à Abadan, ce jour-là, Avril Harriman contemple surtout l'irrésistible déclin des vieilles puissances européennes. Washington va combler le vide laissé ici par Londres, ailleurs par Paris. En Iran, le drame planétaire du pétrole est en train de changer de metteur en scène. À l'automne 1951, Mossadegh donne une semaine au personnel anglais pour quitter les lieux. Evacuation of women and children by air is stepped up as tension rises. The last 300 British technicians are evacuated a day before the deadline set for their expulsion by the Iranian government. And with their departure, the whole free world faces two problems: that of a depleted oil supply and a possibility of a war-provoking incident in the Near East. Comme Reza Shah, Mossadegh en appelle aux institutions internationales. Il se rend à New York, devant l'ONU. After we've heard them, after we've heard the representative of the Iranian government speaking for his government, if his statement does not appeal to us, then we can postpone. But to postpone without giving them a chance to be heard would be in violation of the spirit of the Charter. The Iranian oil crisis comes to America's shores as Premier Mohammad Mossadegh arrives in New York to plead his nation's case before the United Nations. Le Conseil de sécurité n'est nullement compétent pour examiner cette plainte. Les Nations Unies et le tribunal de La Haye se reconnaissent incompétents. Le vieux lion remporte une double victoire. Mais Washington craint que l'exemple iranien devienne contagieux. L'Amérique, dévorée par la campagne anticommuniste de McCarthy, balance entre droit international et maîtrise du pétrole. Les Américains mentaient. Ils ont menti à Mossadegh lors de sa visite à Washington. Ils ont menti quand ils se sont montrés gentils avec lui. Ils ont menti quand ils ont dit qu'ils allaient trouver une solution politique. Ils voulaient trouver une solution, mais qui aille dans le sens de leurs intérêts. Ils voulaient mettre leurs pas dans ceux des Britanniques, qui avaient dominé l'Iran pendant si longtemps. Mossadegh veut un Iran démocratique. Il écarte les communistes et s'éloigne de Kashani, alors président du Parlement.
Aux États-Unis, Eisenhower, nouvellement élu, veut régler le cas Mossadegh. Sa prise de distance vis-à-vis des religieux a été sa première erreur. Il oubliait que s'il n'avait pas le soutien des leaders religieux et des masses, il se trouverait vite dans l'impossibilité de contrer ceux qui cherchaient à s'infiltrer, la CIA et les services secrets soviétiques. Mossadegh utilisait le Parti communiste pour équilibrer les forces, en jouant un parti contre l'autre. Mais je ne crois pas qu'il était un sympathisant du Today. Mossadegh était un problème pour les États-Unis et pour les Britanniques. C'est alors que s'est produit l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de l'Iran, le coup d'État. Le coup d'État a été organisé par la Grande-Bretagne et les États-Unis, principalement par les Américains sur la fin. Quel était le plan? Renverser le gouvernement nationaliste, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit en conflit ou pas avec les leaders religieux. Cette méthode était la panacée pour l'agence à l'époque. Ça avait tout l'air d'une arme magique, ces actions secrètes menées par la CIA. Le scénario se répétera, immuable, aux quatre coins du monde, jusqu'au Chili de Pinochet. Le putsch vient d'en haut. Le Shah nomme un militaire, le général Zahedi, à la tête du gouvernement. Mais Mossadegh l'apprend dans la nuit. Mohammad Reza, qui pense avoir échoué, se réfugie en Europe. The Shah and his queen arrive in Rome after an alleged attempt by the Imperial Guard to arrest Dr. Mossadegh and a refusal by the Shah to dissolve Parliament at Mossadegh's request. In Tehran, it looked as if Mossadegh would soon be named president, and on his orders, troops occupied the Shah's palaces and surrounded Parliament. La confusion est totale. Les communistes, les religieux, avec à leur tête l'ayatollah Kashani, la police, l'armée, les loyalistes, payés par l'ambassade américaine, descendent dans la rue. Symboliquement, la maison de Mossadegh est dévastée dans la nuit. C'est l'opération Ajax, orchestrée par la CIA. Très facilement, le parti Today, en rappelant ses militants, voire en apportant son soutien aux opposants de Mossadegh, a permis que le coup d'État aboutisse en une demi-journée. Chassé par le docteur Mossadegh, le Shah d'Iran voit à nouveau triompher sa cause et regagne son pays grâce à la contre-révolution déclenchée à Téhéran par son premier ministre, le général Zahedi, appuyé par l'armée et la police. Il n'a jamais oublié. Il a même toujours regretté d'avoir dû dépendre de la CIA et des États-Unis pour revenir au pouvoir. La même foule qui acclamait Mossadegh a acclamé le Shah et les statues hier abattues sont aujourd'hui remises en place. Un chapitre est provisoirement clos dans la tumultueuse histoire de l'Iran. Mohammad Reza, le fils de Reza Shah, était à ses débuts quelqu'un d'assez faible. Mais d'une manière ou d'une autre, il s'est endurci. Peut-être la CIA, en le ramenant au pouvoir, l'a-t-elle incité à se durcir et à instaurer un régime autoritaire mou. Ce qu'il a fait. Ce n'était pas du tout le cas sous Mossadegh. Cette fois, le changement a été radical. Mohammad Reza a pris le contrôle avec la SAVAK et ses sbires et mis en place une dictature molle. L'opinion occidentale, soulagée, va participer au lynchage médiatique de Mossadegh. L'Iran retourne à sa solitude. En pyjama et robe de chambre, le docteur Mossadegh s'est présenté mourant au tribunal de Téhéran. Après quoi, le pétulant moribond devait noyer ses accusateurs dans un torrent d'éloquence qui s'est écoulé durant des jours. Tout le monde était épuisé, sauf le docteur Mossadegh, qui se classe définitivement comme le premier comédien du siècle. Vos pitreries dépassent de loin Charlot, a déclaré le procureur en demandant la peine de mort pour l'accusé. Mossadegh est condamné à l'exil. Son ministre des Affaires étrangères est exécuté. L'ayatollah Kashani est censuré, écarté. La SAVAK, la police secrète du Shah, organise la répression. Un réseau de quelques 500 officiers communistes est démantelé. 28 dirigeants sont passés par les armes. Les étudiants sont réprimés. Le 13 décembre 1954, 3 d'entre eux sont tués lors d'une manifestation, le jour de l'arrivée du vice-président Richard Nixon à Téhéran. Ultime symbole, Nawab Safavi
un activiste fondamentaliste qui a été le premier à réclamer l'instauration d'une république islamique, est condamné à mort et exécuté pour les attentats terroristes commis par ses partisans. Comme tant d'autres avant lui, il récite le Coran jusqu'à son exécution. L'Iran chiite tient ses nouveaux martyrs. Avant son arrestation, Safavi avait fait le voyage à Qom pour rencontrer un jeune ayatollah qui, lui, refuse l'action armée et parie sur le peuple. Il se nomme Rouhollah Khomeini. Le Shah d'Iran croit avoir éliminé toute opposition. Il se trompe. Depuis des siècles, depuis l'assassinat d'Ali et d'Hussein, le gendre et le petit-fils du prophète, le chiisme rejoue sa grande geste populaire du sacrifice. Qom, la ville sainte, avec ses écoles de théologie, devient le refuge de la résistance. En désespoir de cause, il ne reste que l'islam aux Iraniens. Après le coup d'État, qui a permis le retour du Shah et l'arrestation de Mossadegh, nous étions contents, parce que nous avions cru la propagande. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte de notre erreur. Les États-Unis n'ont pas du tout réalisé à quel point il était offensant pour le peuple iranien de remettre le Shah sur le trône. Ça a empoisonné les 25 années qui ont suivi. Pour diriger les pays, nous cherchions des gens qui ne contribueraient pas à l'expansionnisme de l'Empire soviétique. Iran rolls out the red carpet, the Persian carpet, that is, to hail Ike on his arrival for the motorcade passed over costly Persian rugs spread in the street, as the president is cheered by 750,000 along the route. At the Royal Palace, Shah Pahlavi adds to the presents Ike received in the course of his historic mission, a portrait that will go to the Eisenhower Museum in Abilene. I had a very real feeling at that time that À l'époque, nous avions le sentiment que le nucléaire était une source d'énergie importante pour le monde. 72 countries are represented at the Atomic Conference promoted by the United Nations. Oil, coal, and all other power sources except atomic energy approached exhaustion, said Conference President Dr. Baba. It shows the absolute necessity of finding some new source of energy if the light of our civilization is not to be extinguished, because we have burnt out our fuel reserves. Le programme Atoms for Peace est stratégique. En plaçant l'Iran au cœur du pacte de Bagdad, le pendant oriental de l'OTAN, l'Amérique veut encercler l'URSS. Plus que jamais, Téhéran est satellisé par Washington, qui donne à l'Iran son premier réacteur nucléaire. Urbanisation, industrialisation, militarisation. Le Shah d'Iran veut, à son tour, asseoir la grandeur de l'Iran sur le modèle occidental. En ce début des années 60, le jeune Shah inexpérimenté, mis en place par les Alliés en pleine guerre mondiale, a laissé place à un autocrate déterminé. Lui qui se veut un monarque éclairé, sait-il seulement qu'il apparaît comme un dictateur du tiers-monde? La redoutable machine araignée qu'il est devenu finit par inquiéter jusqu'à son protecteur. Quand John Kennedy est arrivé au pouvoir, il a considéré que la situation était le résultat de la non-modernisation, voire d'une non-occidentalisation du système, aussi bien au plan politique qu'économique. Your Majesties, I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. The interest of both of us is the same, to maintain our freedom, to maintain our peace, and to provide a better life for our people. There should be some kind of movement
Il fallait agir dans les pays du tiers-monde. Sinon, ils allaient tous tomber aux mains des communistes. Iran is an important link in the defense of the free world. She shares a 1,400-mile border with neighboring Russia. Il était hors de question de laisser tous ces pays entrer dans l'orbite de l'URSS. On était en pleine guerre froide. Et dans le tiers-monde, cette guerre était menée par pays interposés. Nous avons été obligés d'entrer dans un pacte uniquement défensif, que si jamais quelque chose se passait, nous ne serions pas seuls à faire face à un danger. Il fallait agir. Le président Kennedy a assisté à une revue de la flotte avant de suivre de la plage d'Onslow Beach en compagnie du Shah d'Iran d'impressionnantes manœuvres aériennes et navales. Le président Kennedy et le Shah d'Iran ont assisté ensuite à un débarquement au cours duquel 9000 Marines devaient envahir une plage. La manœuvre dura 24 minutes. Il ne s'agissait, bien entendu, que d'une démonstration. If we are attacked, you are bound to come to our assistance with everything that is available. Military assistance and advice from the United States has many direct and obvious results which are beneficial to a nation such as Iran. Economic and technical aid represent a large American investment over the past 10 years. Without it, Iran might not be the free, independent country she is today. Comme son père, le Shah d'Iran se passionne pour la technologie. En acquérant les équipements les plus sophistiqués, l'Iran finance l'industrie militaire américaine. Le Shah devient le bras armé de l'Occident en Orient. Être l'un des grands de la planète. Cet objectif est déjà en passe d'être atteint dans le domaine militaire. Le Shah consacre aux problèmes militaires une attention toute particulière. Ses achats massifs par milliards de dollars ont mis à la disposition de l'Iran un arsenal considérable et ultra perfectionné. Téhéran et Israël ont commencé à développer des relations très étroites. En matière de sécurité aussi, on a établi des liens avec les Iraniens. On leur a vendu du matériel militaire et ils étaient favorables à la mise en œuvre de programmes conjoints. Nos deux pays se sont beaucoup rapprochés, ce qui a eu des conséquences stratégiques considérables. Des rencontres au sommet ont eu lieu entre le Shah et les dirigeants israéliens. On y discutait beaucoup de l'avenir du Moyen-Orient, sur comment il allait devenir un havre de paix, de sécurité, de tranquillité et d'espoir, et non une région sous le contrôle de quelques éléments arabes sunnites extrémistes. C'est à cette époque que l'ayatollah Khomeini fait son entrée dans l'arène intellectuelle qui s'était constituée avec l'arrivée de Mohammad Reza Pahlavi. Au début, l'imam ne voulait pas de changement de régime. Il conseillait seulement au Shah de mettre un terme à ses relations avec le sionisme, avec Israël. Ne sois pas l'esclave de l'Amérique, lui disait-il. Soumets-toi aux lois islamiques et tu resteras roi. Mais le roi des rois doit se plier à la nouvelle Amérique de Kennedy. Il faut faire de l'Iran une vitrine du libéralisme. Il met fin à la loi martiale, privatise la presse, donne le droit de vote aux femmes. Et surtout, le Shah lance la réforme agraire. C'est la révolution blanche. C'est une sorte de révolution socialiste qui part d'en haut, qui part de l'échelon suprême. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a 20 ans, j'avais dit à des gens ici chez nous, même ouvertement, que, écoutez, si nous n'arrivons pas à donner à notre peuple et au pays une évolution par en haut, nous devrons nous attendre à une révolution par en bas. Ce qui a mis, évidemment, contre le Shah, toute l'aristocratie terrienne, mais aussi toute l'église chiite, car les mollahs étaient parmi les plus grands propriétaires terriens de l'Iran. Le but était de faire pression sur les leaders religieux, surtout en les stigmatisant, et essayer d'instaurer un régime où la politique serait séparée de la religion. Voilà en quoi consistait leur révolution.
Le clergé chiite, avec à sa tête l'imam Khomeini, craignait le despotisme de Mohammad Reza. Et il croyait que la révolution blanche et le référendum renforceraient son pouvoir despotique. Comme son père face à Modarès, le Shah voit alors se lever contre lui l'ayatollah Khomeini. Dans ses prêches virulents, le maître de com attaque l'Amérique, la réforme et enfin la monarchie elle-même. Le Shah d'Iran décide d'en finir. En 1964, un avion s'envole avec à son bord Rouhollah Khomeini, expulsé d'abord en Turquie, puis en Irak. L'Iran n'en finit pas de répéter la litanie de ses fatalités, les assassinats, les coups d'État, les exils. Mohammad Reza Pahlavi croit être arrivé au pouvoir absolu. Il vient d'ouvrir la boîte de Pandore. En cette année 1967, tel Napoléon, le roi des rois s'auto-couronne, lumière des Ariens. En est à sa 11e inauguration de barrage. Et cela situe bien l'effort sans précédent accompli dans ce domaine. Il a fait construire un bon nombre de barrages hydroélectriques en Iran. L'État est devenu le magicien, le sourcier qui frappe de son bâton la province déshéritée, construit un barrage, collecte l'eau et fait les frais d'une vaste installation d'irrigation. But we want to couple modern technology with the spirit of our old civilization, 3,000 years old. Mais réformer ne peut suffire au monarque absolu. Effaçant les siècles, le Shah d'Iran décide de s'adresser directement à Cyrus, l'unificateur de l'Empire perse 2500 ans plus tôt. Le monde entier est convié aux fêtes mégalomaniaques de Persépolis. Un seul absent, le peuple iranien. In a voice charged with emotion, the Shah addressed the spirit of the long-dead king. شاهنشاه ایران و از جانب ملت من O Cyrus, great king, king of kings, Achaemenian king, king of the land of Iran, I, the Shahanshah of Iran, offer these salutations from myself and from my nation. L'heure du règlement de compte est arrivée. L'Iran a recouvré sa gloire. Imitant une fois de plus son père, le Shah s'insurge contre l'étranger. La crise pétrolière de 1973 va lui donner l'occasion de démontrer sa puissance. Lorsque le pétrole sera fini, vous serez mort. La compagnie nationale de pétrole iranienne, avec les sociétés nationales de tout le Moyen-Orient, ont commencé à mener la danse. Ça a été le premier grand choc pétrolier. Les prix ont augmenté de 400% en 2 ou 3 mois. Combatif, pugnace, déterminé, arrogant même. Mohammad Pahlavi tient tête à la planète, multipliant interventions, déclarations et entretiens. Le Shah s'empare des médias. Les économies vacillent. Le roi du pétrole se rêve maître du monde. Vous, État industriel de l'Europe, pourquoi est-ce que vous devriez gagner en taxes plus que ce que nous gagnons
dans nos matières périssables. Au moment de la création de l'OPEP, le principal objectif de cette dernière était d'avoir son mot à dire dans la détermination du prix du pétrole dans le monde. Et le Shah d'Iran était favorable à un durcissement de l'organisation. Vous avez bâti votre richesse, l'épanouissement de votre industrie. Et tout cela simplement à cause de ce pétrole bon marché qui vous venait à flot. Il augmentait la production iranienne, mais parallèlement, il dénonçait l'Occident qui ne payait pas assez et poussait toujours à la hausse des prix. Aucune industrie qui puisse avoir un caractère de cartel, de trust, ne devrait être dans la main des particuliers pour ne pas créer des cartels. Il y avait beaucoup d'accords de cette sorte, d'accords secrets. Mais le cartel était puissant. Les pétroles devraient être dans la main de l'État, et non de compagnies qui ont fait des profits de 500, 600, 700% cette année. Personne n'en dit rien. Les couleurs iraniennes flottaient sur Versailles lorsque l'empereur d'Iran survolait en hélicoptère le prestigieux décor que la République réserve à ses hôtes officiels. Son idée était d'importer la technologie nucléaire en Iran. Nous ne sommes pas capables de trouver ces nouvelles sources d'énergie. Nous n'avons ni les possibilités, ni les laboratoires, ni la technologie. Mais vous, l'Occident, vous l'êtes. La France était à la recherche de partenaires. La France a toujours estimé que l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire devait être mise à la disposition des pays en voie de développement. C'était le cas de l'Iran. Qu'est-ce que nous pouvons acheter en France? D'abord, vos centrales nucléaires. Vous êtes en avance dans cette voie. Le programme nucléaire iranien s'est mis en place en coopération avec les Américains, puis avec les Français, aussi bien dans le cadre d'échanges d'étudiants que dans la création d'infrastructures liées au programme nucléaire iranien. Le Shah d'Iran, poursuivant sa politique d'investissement industriel, vient d'acquérir 25% du capital d'Eurodif. En somme, après l'achat de 2 centrales nucléaires, des accords de coopération technique entre les 2 pays, c'est le tour du combustible nucléaire. Mais en contrepartie de cette prise de participation d'Eurodif, l'Iran recevra 10% de la production d'uranium enrichi de Pierre Latte. De plus, le Shah vient d'accorder un prêt d'1 milliard de dollars que recevra le commissariat énergie atomique, ce qui, avouons-le, mettra du beurre dans les épinards pour développer le programme nucléaire français. Les conversations commencées en tête-à-tête se sont poursuivies à l'Élysée au cours d'entretiens élargis qui ont permis aux 2 chefs d'État de faire le point sur la coopération économique entre leurs 2 pays. Toutes les précautions ont toujours été prises pour s'assurer que ce que nous faisions en matière de développement nucléaire avec ces pays-là ne pouvait pas servir à des fins militaires. Le Shah d'Iran, Mohammad Reza, a alors eu envie d'ajouter à son royal tableau de chasse le trophée d'autocrate. Il a dissous tous les partis politiques, y compris ceux qui lui étaient favorables. Et il a créé un parti unique, le Parti de la Résurrection. Iran would not have made progress, obviously, in a truly democratic country. Well, what is democracy anyway? Democracy? Yes. How do you define democracy? Don't we have democracy in the United States? Well, not according to what the Greeks used to say in the public places. We elect our leaders. You are not elected. Yes, but how do you elect your leaders? According to Watergate, it's a special kind. You will acknowledge that the United States is a much more democratic society than in Iran. Than your own, than Iran. Yes, but what do you mean by democracy? Again, I mean freedom of thought. I mean freedom of expression. To what extent? To what extent? I mean electing leaders. I mean opposition. To what extent? Well, to what extent? You... Yes, to what extent? If it is a self-destructive, masochist kind of thing that will permit you all kind of fraud and corruption, you have it. A permissive democracy.
son style de vie, l'image qu'il donnait de sa famille, ses promenades en Occident, ses séjours dans les stations de ski, faisaient apparaître un personnage, une famille, un entourage qui n'avait plus aucun rapport avec la population iranienne. Et lui a vécu dans l'illusion qu'il était populaire. On poussait devant lui des paysans qui lui baisaient la main et il s'imaginait qu'il était populaire. Nous avions une fausse impression de stabilité et de sécurité. Rendez-vous compte que c'est le 1er janvier 1978 que Jimmy Carter a fait son célèbre discours. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. Et fin 1978, tout était fini. Le lien qui est tellement important entre un monarque et son peuple, quand ça marche, ce lien était véritablement rompu. Il a fini par apparaître que l'obstacle sur lequel butait la société était l'absolutisme. Chacun nourrissait une rancœur particulière. L'un pensait que sa religion était bafouée, l'autre sa liberté, un autre dénonçait les inégalités ou la corruption. L'Occident, qui était le partenaire du Shah d'Iran, n'a pas su lui imposer de laisser des soupapes et une expression politique et un début de monarchie constitutionnelle qui peut-être aurait rendu inutile pour les Iraniens le recours par les mosquées et par l'ayatollah Khomeini. Figurez-vous un peu de ce qui se passerait si l'Iran adoptait une attitude non amicale avec les pays de l'Ouest, disons. Tout au long de ces 14 années d'exil, l'imam Khomeini a eu le temps de méditer sur le destin de l'Iran au cours du siècle. Hier spectateur, le voici enfin acteur. Ce n'est pas comme opposant, mais comme révolutionnaire qu'il reviendra à Téhéran. Bientôt, pour le monde entier, il incarnera l'islamisme. Avant le retour de l'imam en Iran, les mouvements religieux et laïques avaient noué des relations entre eux. Ils étaient tous progressistes et empruntaient le même chemin. Et dans les prisons où moi-même j'ai été, il y avait toutes sortes de tendances politiques. La première révolution a été menée par les étudiants, pas par les mollahs. Eux s'en sont emparés par la suite. À cette époque, on entendait beaucoup parler des activistes engagés contre le régime du Shah. On apprenait qu'ils étaient arrêtés, torturés. Are you satisfied with the methods which SAVAK uses to get confessions and to get convictions? Because they're also very much criticism. They are improving more and more every day. You have been accused of torturing people too in the UK. We're not proud of it. Well, on ne voyait pas dans le régime du Shah un régime ouvert au dialogue.
et capable de mettre en œuvre les réformes auxquelles aspirait le peuple. Mais vous considérez systématiquement toute opposition à votre personne, à votre régime? Pas du tout, je parle simplement du marxisme, soi-disant marxisme. Parce qu'il existe à notre connaissance en tout cas une opposition religieuse assez forte aussi. Non, ça c'est pas sérieux. Mais le Shah, aveuglé par le jeu entre Moscou et Washington, ne comprend pas que le monde a basculé. Or, en Iran, comme partout au Moyen-Orient, la révolution est désormais religieuse. Notre mouvement était à la fois révolutionnaire et islamique. Nous, les religieux qui suivions l'imam, nous avons fait la révolution contre le despotisme et dans le cadre de l'islam. Ce sont des gens qui voudraient voir les choses se passer comme dans le Moyen-Âge. Certains groupes n'accordaient pas beaucoup d'attention à l'islam. Ils s'intéressaient seulement à la révolution car ils étaient nationalistes ou socialistes. L'imam Khomeini, contrairement à ce qu'envisageaient d'autres mouvements, ne croyait qu'à l'approche fondamentaliste et radicale des militants islamiques. Les religieux se sont violemment heurtés aux étudiants. Les autres groupes n'ont pas eu le choix. Ils ont dû rejoindre le mouvement islamique. Avant que l'imam ne rentre, nous avons fondé le Conseil de la Révolution provisoire. Le 7 septembre 1978, pour la première fois, les manifestants réclament le départ du Shah et le retour de l'imam Khomeini. Le soir même, le couvre-feu est décrété. Le lendemain, le vendredi 8 septembre, l'armée ouvre le feu sur la foule, rassemblée place Jalais. C'est un carnage. On dénombre des centaines de morts. Le sang du peuple devient le sang du martyr. Rituellement, les signes chiites se confondent avec les symboles révolutionnaires. Pour le Shah, il est déjà trop tard. Naturellement, il faut aller vers une démocratisation. Et nous allons adopter les mêmes lois qui existent, disons, en France. Pour les libertés d'expression, liberté de manifestation, nous allons vous copier. Et c'est ma volonté, après avoir mûrement réfléchi, que c'est la voie à suivre. Carter a dit à Giscard et aux autres chefs d'État qui étaient réunis à la Guadeloupe qu'il considérait que le Shah était perdu. En ce qui concerne l'ayatollah Khomeini, il est venu en France dans des conditions régulières et il s'est installé comme, non pas un réfugié politique dont il n'avait pas le statut, mais comme un étranger en résidence en France. Donc on l'a accueilli, il a été à Naufle-le-Château. Là, à peine installé, il a enregistré sur des cassettes des prêches incendiaires que ses amis iraniens transmettaient à Téhéran, et les haut-parleurs répétaient sur les toits de Téhéran, d'un building à l'autre, ces prêches enflammés. C'était très efficace, et il est devenu évident que Khomeini incarnait l'opposition. Khomeini il a utilisé la religion pour soulever les foules. Il a donné une voix au peuple. Il a structuré ses ressentiments qu'il a traduits en termes religieux, aussi bien qu'anti-occidentaux. C'est au tour de Mohammad Reza Pahlavi
de prendre le chemin de l'exil. Depuis le début du XXe siècle, l'Iran vit au rythme des tremblements de terre. Avant lui, les derniers Qadjar, Reza Shah, l'ayatollah Kashani, Mossadegh. Au moment du départ, tarmac de l'aéroport de Téhéran, il avait fait rapatrier de l'étranger la dépouille de son père. Le roi des rois quitte à jamais la nation de Darius. Il s'efface devant le retour de cet islam chiite qu'il avait voulu éradiquer. There might have been tears in the eyes of the Shah as he left Iran for what could be the last time. But there was nothing but sheer delight on the faces of the demonstrators who took to the streets of the capital in their thousands to celebrate the departure of the man they have hated for so long. Le jour de l'arrivée, jeudi dernier, dès le lever du soleil, plus de 3 millions de personnes se rendent sur le parcours qui effectuera l'ayatollah. Des milliers de paysans venus souvent de fort loin campent à l'entrée de Téhéran depuis une semaine. Well, there can be no doubt who the one single man in Iran is who has more following than anybody else and therefore more power. It is Ayatollah Khomeini. John Suchet, News at 10 in Tehran. Il est arrivé à transmettre à l'Occident une image de gentil gourou plaidant pour l'harmonie universelle et le bonheur des peuples. Et en fait, quand on l'a vu débarquer en Iran, on s'est aperçu qu'il y avait une toute autre dimension, une férocité évidente du personnage, mais aussi une capacité à diriger, à prendre les choses en main, à éliminer ses opposants de façon impitoyable. Avec l'arrivée de l'imam Khomeini à Téhéran, commence le cycle habituel des violences révolutionnaires. Au nom des factions les plus dures, l'ayatollah Khalkhali organise les purges. Le tombeau de Reza Shah est détruit par les gardiens de la Révolution. Les dignitaires de l'ancien régime sont exécutés sur ordre par des tribunaux expéditifs. C'est l'an 0. Suivront l'instauration de la République islamique, la consécration du guide suprême, la fusion de la loi civile et de la loi religieuse. Encore une fois, l'Iran invente. Encore une fois, il s'extrémise. Et encore une fois, il se désigne à l'opprobre de la planète. Les problèmes du monde d'aujourd'hui ont été fortement influencés par les événements de la révolution islamique, en particulier la prise de contrôle de l'ambassade des États-Unis. La crise des otages a débuté le 4 novembre 1979. Les étudiants ont décidé par eux-mêmes d'entrer en action en tant que mouvement révolutionnaire étudiant. L'initiative avait pour but d'empêcher tout complot contre la République islamique, pour sauvegarder et sécuriser l'intégrité de la révolution. J'ai reçu un appel de mon assistant vers 6 heures du matin. Je dirigeais alors la division des opérations de la zone Moyen-Orient. Ses mots exacts ont été « Ils sont en train d'escalader le mur ».
Des activistes envahissaient l'ambassade. Une voix est restée gravée dans ma mémoire. Celle qui m'a dit « Ils ont cassé la porte, on doit descendre ». Le téléphone est resté décroché un moment, on a entendu des bruits, puis plus rien. Étions-nous conscients de violer un territoire étranger? Oui, nous en étions conscients. Il faut se replacer dans le contexte dans lequel les étudiants ont pris cette décision. C'était les premiers mois de la Révolution. Le pays était au bord du chaos. Le souvenir du renversement de Mossadegh, qui était à l'origine des mauvais rapports avec les États-Unis, s'était ravivé. Le coup d'État de 1953 contre Mossadegh a été un épisode très sombre de notre histoire. Il a conduit à des années de domination étrangère, de colonialisme et de dictature. Nous étions conscients dès le départ du ressentiment que gardaient les Iraniens du coup d'État de 1953 et du rôle des États-Unis. L'événement était resté profondément gravé dans la mémoire collective. Les étudiants ont senti qu'une fois de plus, la révolution était menacée par l'étranger et que l'histoire pouvait se répéter. À aucun moment on n'a pensé que cet événement aurait des conséquences aussi graves. On pensait que ce serait l'affaire de quelques jours. Il n'y avait eu aucun précédent dans le monde. Mais les complications qui ont suivi ont empêché les protagonistes de trouver une solution rapide. Finalement, après plusieurs mois, on a mis sur pied une opération qui, tout en nous évitant une guerre ouverte, nous permettait de libérer les otages. La soi-disant tentative de sauvetage a tourné au désastre pour le gouvernement américain. Cet épisode a été très humiliant pour les États-Unis. Les commandos américains sont anéantis par une tempête de sable. Ultime humiliation, en libérant finalement les otages, Khomeini favorisera l'élection de Reagan à la Maison-Blanche. Mais ces carcasses fumantes d'hélicoptères annoncent déjà d'autres guerres. Qui a gagné dans l'affaire de l'ambassade américaine? Qui a perdu? Cette affaire a-t-elle pu nuire à la révolution, briser l'élan révolutionnaire de l'Iran, freiner la progression de la révolution islamique iranienne dans la région? Quel est le rapport entre l'affaire de l'ambassade et le déclenchement de la guerre Iran-Irak? Aujourd'hui encore, les murs de la capitale continuent de renvoyer l'image bienveillante de l'imam Khomeini. Mais les icônes de Téhéran racontent aussi les blessures d'une nation en guerre, dont le souvenir pâlit moins vite que les images pieuses. La guerre Iran-Irak a été l'une des plus violentes de l'époque. Et elle a opposé deux des plus gros producteurs mondiaux de pétrole. La production iranienne a souffert, tout comme la production irakienne, parce que le conflit s'est essentiellement déroulé autour des gisements au nord du golfe Persique.
La guerre Iran-Irak, la guerre de Saddam Hussein contre l'Iran, relevait-elle d'une collusion des États occidentaux contre la République islamique? Sans aucun doute. Les trois grandes forces présentes dans la région se tenaient derrière Saddam dans sa guerre contre l'Iran. Chacun avait ses raisons pour coopérer avec l'Irak. Les Occidentaux perdaient leurs intérêts en Iran. Les États-Unis ne voulaient pas d'un Iran victorieux qui aurait dominé la région. Quant aux pays réactionnaires du Moyen-Orient, ils avaient peur de voir la révolution se propager chez eux. Les États-Unis ont commencé à aider Saddam Hussein en lui communiquant des informations émanant des services de renseignement, en particulier des informations techniques sur les batailles. Saddam Hussein faisait la guerre contre la propagation de la révolution chiite iranienne au Moyen-Orient. Il livrait bataille pour empêcher les chiites de faire une percée et de commencer à propager dans la région leur extrême ferveur religieuse. On peut dire qu'en Occident, la peur de la révolution islamique et de ses répercussions possibles dans l'ensemble du monde arabo-musulman l'emporte assez nettement sur les critiques qu'on peut concevoir à l'égard du régime de Saddam Hussein, qui a encore à l'époque l'image d'un régime certes très autoritaire et très dur, mais moderniste. Les Américains avaient le sentiment, erroné à mon avis, que les Iraniens posaient plus de problèmes que les Irakiens. Nous étions seuls. L'Iran et l'Irak s'engouffrent dans une guerre de 8 ans, qui fera près d'1 million de morts côté iranien. Comme en 14-18, c'est une guerre de tranchées, de gaz, de massacres, mais aussi de mobilisation populaire. Des millions de volontaires rejoignent l'armée révolutionnaire. Le ciment national est trouvé. La religion de l'Iran, c'est l'Iran. Ce qui s'est passé durant ce que nous appelons la guerre imposée de 8 ans, ou la Sainte Défense, c'était une question de libre arbitre. La décision de se battre pour la liberté, l'indépendance, la dignité, comme tous les défenseurs de la liberté dans le monde. La plupart de ces jeunes ont grandi sous le régime du Shah. Ils ont été formés par un système d'éducation très occidentalisé. Ils n'étaient donc pas ce qu'on appelle des zélotes de l'islam, des fanatiques. Le fait que les gens acceptent de mourir en martyrs ne signifiait pas qu'ils désiraient se suicider, mais qu'ils acceptaient de se sacrifier pour quelque chose de plus grand que leur vie. Il n'avait que 17 ans. La guerre, les batailles le galvanisaient. On lui a demandé d'attendre d'avoir l'âge du service militaire. Il a dit non, je veux aller au front. Il est tombé en martyr en 1983. Quand la guerre a commencé, malgré son désir d'étudier, il était souvent à la mosquée avec ses amis. Il aimait Dieu, le Coran et la prière. L'autre point essentiel de la guerre a été l'identité nationale. Cela faisait longtemps que les Iraniens avaient perdu la leur, qu'ils avaient perdu le prestige de leur grandeur passée.
Ils cherchaient une occasion de se retrouver et la guerre a permis cette réappropriation. C'était le premier conflit qu'ils gagnaient depuis 2 siècles. De tous ceux qui sont présents ce jour du souvenir au cimetière des martyrs, combien d'entre eux ont perdu un frère, un père, un fils, un ami? Comment pouvaient-ils se sentir proches d'un chef bien plus âgé qu'eux? L'imam Khomeini avait alors 75 ans. Comment ces jeunes de 19-20 ans ont-ils pu établir ce lien spirituel? How do they make this connection, this spiritual connection? Alors que la guerre Iran-Irak touche à sa fin, l'imam Khomeini meurt. Avec la mort de leur guide, c'est un siècle d'espérance trompée que pleure une nation enfin rassemblée, mais désormais orpheline. Tout à leurs cris et lamentations, comment les Iraniens pourraient-ils imaginer que leur deuil, comme leur révolution, terrifie le monde? Depuis 1979, l'Iran ne cesse de s'enfoncer dans la solitude. À l'extérieur, les guerres ouvertes se doublent de guerres secrètes. Otages du Liban, attentat de Paris, affaire Rushdie, affaire Eurodif, affaire Gorgi. L'opinion internationale place l'Iran au banc des accusés. Avec le retour du nucléaire, la confrontation monte en puissance. Dans l'affaire nucléaire iranienne, c'est le Shah d'Iran qui avait commencé. Soutien et applaudissements occidentaux. C'est l'ayatollah Khomeini qui arrête. Mais on n'a pas besoin de ça. Et ce sont les Iraniens qui recommencent, le régime islamique qui recommence quand ils sont confrontés aux attaques irakiennes avec armes chimiques. Ce n'est pas une sorte de priorité d'une révolution islamique en furie. C'est une raison nationale. Comme au temps de Reza Shah et de Mossadegh, les puissances internationales reprennent le chemin de Téhéran. L'Europe, la Russie, la Chine s'entremettent. La discorde continue. همه فناوری‌های مدرن رو داشته باشه و البته اون رو در خدمت صلح به کار بگیره. Et voici de nouveau la ronde des grandes instances mondiales, à commencer par l'Agence internationale de l'énergie atomique, avec une seule question. Que veut vraiment l'Iran? ایران اصلاً دنبال سلاح هسته‌ای نبوده که حالا بخواد اونها کنار بگذاره. Les armes de destruction massive sont catégoriquement interdites par l'islam. On ne peut pas non plus se fier totalement à une déclaration de ce genre pour que cela lève toutes les inquiétudes. Et même si on faisait de la casuistique islamique, on sait qu'en casuistique islamique, il y a des choses qui sont interdites, mais que dans les cas d'urgence, dans les cas de nécessité vitale, eh bien, on peut revenir là-dessus. En signant le traité de non-prolifération, l'Iran s'est engagé à ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Pensons-nous qu'il en fabrique ou qu'il en a l'intention? Bien sûr que oui. La bataille des images et des mots fait rage. L'Iran souffle le chaud et le froid. Surtout, la guerre, la vraie, s'instaure dans la région. Partout, constante, obsédante. Éclate la première guerre du Golfe. Les missiles lancés par Saddam Hussein sur Israël annoncent le monde de l'après-communisme.
یکی از خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین آن جنایت‌ها حمله تروریستی علیه شهروندان آمریکایی بود. من به نام ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اصول روشن و محکمی که بدان معتقدم این اقدام ضد انسانی و ضد اسلامی را محکوم کردم. Il y a eu une vraie émotion de la population iranienne, il faut toujours le rappeler. C'est l'époque où les Iraniens spontanément sont descendus dans la rue avec des petites bougies allumées, où le gouvernement a eu quelques phrases de condoléances, où les mollahs, dans leur prêche du vendredi, ont cessé pendant plusieurs semaines de lancer des appels à la mort de l'Amérique. Ce qui est étrange, c'est la réaction des États-Unis à ce comportement au fond assez humain et prévisible de la part des Iraniens, qui exprimaient leur compassion pour les victimes de la tragédie du 11 septembre. Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or our friends and allies with weapons of mass destruction. Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th, but we know their true nature. ما از هیچ کس نمیترسیم. ما قدرت و توانایی لازم را برای دفاع از حقوق خودمون همیشه داریم. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. La réponse a été que l'Iran relevait de l'axe du mal. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Mais c'est pourtant le radicalisme arabe et sunnite venu d'Arabie Saoudite qui a frappé l'Amérique. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. In Afghanistan, l'Afghanistan est le cimetière des empires, c'est bien connu. Les Mongols, les Britanniques, the Mongols, the British, the Soviets, les Soviétiques et aujourd'hui les Américains et leurs alliés qui commettent erreur sur erreur. Mistake. À l'époque de l'intervention américaine en Afghanistan, les Iraniens ont donné de sérieux coups de main aux Américains à l'époque. Mais ce qui s'est passé, il y a une espèce de malheureux hasard, c'est comme une espèce de tango. Là. Quand il y en a un qui fait un pas en avant, c'est l'autre qui fait un pas en arrière. Jusqu'à présent, on n'est jamais arrivé à ce qu'au même moment, il y ait un moment suffisamment favorable pour que des deux côtés, on soit dans le même état d'esprit. Après l'Afghanistan, l'Amérique poursuit sa guerre préventive en Irak. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. این رئیس جمهور آمریکا شرم نمیکنه. در همین 2-3 روز اخیر باز گفته است که ما در عراق به دنبال دموکراسی هستیم. یعنی اصلا خجالت در قاموس این حضرات اصلا معنا نداره. This is George W. Bush, the President of the United States. At this moment, the regime of Saddam Hussein is being removed from power, and a long era of fear and cruelty is ending. American and coalition forces are now operating inside Baghdad, and we will not stop. عده‌ای در هزاران کیلومتر دورتر از کشور خود سرزمین‌های دیگران را اشغال کنند، در امور آنان دخالت نمایند و بر منابع نفتی و غیر نفتی و گذرگاه‌های حیاتی آنان مسلط شوند. Protéger Israël, sécuriser le pétrole, assurer la démocratie. La politique de Bush au Moyen-Orient passe par la fin de l'Iran islamique. Si l'Iran se dote de la bombe nucléaire, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et peut-être même la Jordanie essaieront de l'obtenir à leur tour. Et la région plongera dans le chaos. Their leader is a danger to his own people, to the region, to the world. He is a disgrace to the ancient Iranian people and tradition. Is a disgrace
to the values of Islam and all religions. رژیم صهیونیستی درخت خشکیده و پوسیده است که با یک طوفان در هم خواهد شکست. S'il y a une chose que les Iraniens doivent avoir compris, c'est qu'avec Israël, on peut s'attendre à tout. La rhétorique n'est l'apanage de personne. Les Israéliens aussi y participent. Mais ce sont les Iraniens qui l'ont vraiment intensifié, qui y ont injecté des mots et des idées tout simplement inacceptables d'un point de vue historique et moral. Mais Israël aussi doit faire face à un Orient en mutation, au Liban, au Caucase, dans le Golfe Persique, en Afghanistan, en Irak, les chiites se réveillent. La montée du chiisme, tel qu'on l'a vu en Iran, est un phénomène qui découle directement de la décision d'envahir l'Irak. L'Irak peut devenir chiite. Ce pays a une majorité chiite qui doit légitimement pouvoir prétendre à la souveraineté. La crainte qui est apparue chez certains tient au fait que le mouvement des Irakiens risque d'influencer d'autres Arabes chiites autour du pays. Les chiites ont une vraie unité idéologique, une même sensibilité. Ils sont une véritable force. Et si les Américains avaient suivi depuis quelques années les recommandations de beaucoup de personnalités américaines, notamment Baker, et avaient entamé un dialogue avec l'Iran, tout ça se présenterait tout à fait autrement. Et on arrêterait instantanément de parler de la menace de l'arc chiite. Les dirigeants iraniens et aussi américains doivent surmonter le climat orageux des relations actuelles, évaluer les enjeux géopolitiques et stratégiques et essayer de mener une politique rationnelle. C'est encore possible avec un peu plus de détermination et de rationalité de part et d'autre, avec un peu moins de rhétorique et surtout moins d'insultes et de menaces. Les Américains et nous pouvons travailler ensemble. La sécurisation du Proche-Orient est inconcevable et irréalisable sans l'Iran. Sans nous, il n'y aura pas de sécurité possible dans la région. Les peuples d'Iran ont donné leur sang et leur richesse pour asseoir cette position historique. Tout ce que les Iraniens ont fait durant ces années, c'est compenser le mépris dont ils étaient l'objet depuis des siècles. Je suis d'un pays où chaque matin, un tremblement de terre se produit et où jusqu'au soir, les gens se démènent avec les conséquences que cela entraîne. Et le lendemain matin, il y a un autre tremblement de terre. En 100 ans, l'Iran a tenté toutes les expériences du XXe siècle. Il a été le premier pays du Moyen-Orient à se doter d'un parlement, à nationaliser ses ressources, à provoquer une révolution islamique. Comme hier, l'Iran sera sans doute un laboratoire du monde de demain. Pour sa grandeur et pour son malheur, il a eu le pétrole et a voulu le nucléaire. Au cours de sa longue marche vers la modernité, le peuple iranien a lutté, souvent farouchement, pour garder son identité. La question n'est pas de savoir si demain nous aurons affaire à l'Iran, mais avec quel Iran nous aurons affaire. C'est une question essentielle pour les Iraniens, pour l'ensemble des musulmans et pour le monde entier. La semaine prochaine, l'histoire du premier sous-marin furtif allemand qui envoya quelques navires alliés par le fond à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La journée spéciale Iran vous est présentée en partenariat avec Courrier International.
Dans un instant. La crise des débouchés et le chômage font gronder les jeunes. Les gouvernements européens s'inquiètent. À suivre dans Zoom Europa. Dimanche. N'es-tu donc un rêve, Merlin? Un rêve pour certains hommes. Un cauchemar pour d'autres. La magie d'une légende. L'épée de la puissance. Excalibur. Relève-toi, roi Arthur. Une épopée furieuse et romanesque. Excalibur. Une quête du Graal magnifiée par John Boorman. Dimanche à 20h45 sur Arte. Lundi. Où est-ce que je suis? Destruction partielle de la langue, apparition des organes de l'arrière-gorge qui ne sont plus protégés. Pourquoi ce bruit? C'est moi qui fais ce bruit? Vous nettoyez les plaies et vous me dégagez à l'arrière. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. Montez-le dans la chambre des officiers. Un homme sans visage. Ce bruit. Est-il encore un homme? Adrien revient à la vie dans le regard des autres. La chambre des officiers, lundi à 20h45 sur Arte. Bonsoir et bienvenue dans Zoom Europa. Au sommaire cette semaine, angoisse et colère dans la jeunesse d'Europe. Crise économique, génération sans perspective, le malaise est général. En France, face à la remontée du chômage, ce sont de jeunes salariés qui organisent la résistance collective chez Renault à Sandouville. En Lettonie, le pays est exsangue et la colère éclate avec violence et dans le chacun pour soi. Enfin au Danemark, pays où les jeunes sont choyés, c'est à la marge que le malaise est perceptible. Un an d'indépendance au Kosovo, faute de travail, certains habitants s'engagent comme mercenaires en Irak ou en Afghanistan. Et puis alerte au sida en Ukraine, très peu de dépistage et de prévention, l'épidémie flambe. Les jeunes d'Europe ont peur de l'avenir. Les images de révolte en Grèce au mois de décembre ont frappé les esprits, mais un peu partout, depuis l'automne, la contestation monte. C'est le dossier de Zoom Europa cette semaine. Avec d'abord des images de la jeunesse française qui défie régulièrement le gouvernement. Jeudi, la colère éclatait à Strasbourg lors d'une visite de la ministre de l'Enseignement